L'échange que nous avons aujourd'hui se situe dans le cadre, on va dire, de la mission de cette délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Nous avons depuis janvier 2020, le Sénat en tout cas, à la demande du président de la République, qui avait adressé la même demande au président de l'Assemblée, le Sénat a engagé une réflexion sur les évolutions potentielles et nécessaires de l'organisation territoriale dans le cadre de la réflexion suscitée par le président de la République, après le mouvement des Gilets jaunes, après le grand débat, où on a ressenti une expression extrêmement forte, assez générale, d'un besoin de la part des territoires d'une respiration et d'une liberté, c'est-à-dire l'expression que le formatage qui avait peut-être prévalu au moment des lois territoriales n'était pas le garant de l'efficacité, mais qu'il fallait aussi œuvrer à partir de l'intelligence territoriale. Donc le Sénat, sous la présidence de son président d'ailleurs, a constitué un groupe de travail réunissant l'ensemble des groupes politiques du Sénat et a émis 50 propositions en faveur des libertés locales, c'est le titre qui a été donné, et qui ont été remises au président de la République et qui ont eu l'assentiment, si je puis dire, de l'Association de territoires unis, qui, je rappelle, rassemble l'Association des maires de France, l'Association des départements et l'Association des régions de France. Parallèlement, le gouvernement a annoncé son souhait de prendre en compte toute cette expression de liberté locale, en tout cas de souplesse, avec l'élaboration d'une loi dite D. Moi, je dis D tout court, parce que je ne sais pas combien il y en a. Il y en aura-t-il un? Nous ne le savons pas. Et donc des consultations. Vous avez d'ailleurs été consulté à France-Urbaine. Et aujourd'hui, le Sénat, comme beaucoup d'associations, est en attente de la présentation d'un texte. Donc nous avons eu par l'intermédiaire de Madame Gouraud une présentation, on va dire, de quelques thématiques de ce texte. Et nous sommes aujourd'hui en attente de l'inscription dans un calendrier législatif, ce qui n'est pas le cas. Mais le Sénat, Chambre des territoires, a poursuivi, on va dire, sa mission à l'issue de ces 50 propositions par l'adoption de 2 propositions de loi, une proposition de loi constitutionnelle qui inscrit le principe dans le transfert de compétences, donc qui décide paye. Voilà, donc c'est très simple mais c'est très clair. Et une proposition de loi organique. Et aujourd'hui, nous lançons, aujourd'hui vraisemblablement, M. Dors, c'est dans les starting blocks, une consultation à l'intention de tous les élus locaux sur leur expression par rapport à l'essentiel des 50 propositions que le Sénat a fait. Et nous poursuivons également nos auditions et notre dialogue avec l'ensemble des partenaires, acteurs de cette réflexion sur les besoins d'évolution de notre organisation territoriale, qui parfois ne parlent qu'aux initiés que nous sommes. Parce que quand on parle décentralisation, décomplexification, je veux dire, on a perdu le seul auditeur qui pouvait nous accompagner, qui était un citoyen. Et je pense que ce qui nous guide et l'objectif, c'est l'efficacité de l'action publique. Et la crise sanitaire a montré, dans beaucoup de situations, combien il était nécessaire d'avoir un État puissant et fort, centré sur ses compétences régaliennes, et qu'en même temps, le dernier kilomètre ne pouvait être effectué que par des collectivités agiles, souples et très réactives. Donc voilà le cadre que je voulais poser. Et nous savons que le Conseil économique, social et environnemental a aussi, et votre rapport en est l'exemple, beaucoup réfléchi sur ces sujets. Et la délégation a pour mission de défricher les choses, d'explorer des points de vue qui peuvent être, on va dire, très différents, complémentaires et divergents, parce qu'on sait que la question de l'organisation territoriale et de l'efficacité de l'action publique n'est pas une question simple.
qu'elle peut varier selon les territoires, selon la culture, selon la géographie de ces territoires, et qu'on ne peut pas la définir en un modèle, on va dire, mathématique, calculé à partir d'un seuil. Mais qu'il y a une question de liberté, mais aussi de responsabilité des élus, et ça n'est pas aisé. Donc avant de vous passer la parole, je souhaiterais vous poser quelques questions, mais auxquelles vous répondrez très certainement dans votre présentation. Les métropoles. Donc on a vu l'objectif initial des métropoles, qui était en fait un besoin de répondre à un ancrage, en tout cas un besoin d'efficacité économique dans un monde où la performance nécessitait la taille. Ensuite, on a vu que cette définition initiale est beaucoup évoluée, parce que maintenant nous avons plus d'une vingtaine de métropoles qui sont très différentes entre elles. Donc on a beaucoup de questions sur la gouvernance des métropoles. Permet-elle d'assurer un fonctionnement harmonieux entre des communes, puisque on va dire un EPCI est considéré soit comme un outil de coopération entre communes pour faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul, ou un outil d'intégration, sachant que la métropole est une catégorie d'EPCI un peu particulière, puisqu'elle elle a été construite, je le dis souvent, comme un avion de chasse pour être performant en matière de compétition internationale, et parfois on la transforme en avion cargo, parce qu'on va lui laisser à gérer la voirie et le nid de poule. Donc comment on peut faire ça, et comment on peut s'organiser la gouvernance avec cette complexité des missions? Quel est votre point de vue sur, on va dire, la différenciation qui pourrait se créer au sein des métropoles comme au sein des régions, des départements ou de tout EPCI, sur une différenciation géographique de l'exercice des compétences? C'est-à-dire, est-ce qu'il est nécessaire, indispensable et efficace que la métropole exerce sur l'ensemble de son territoire la compétence de la même manière, ou est-ce qu'il y a des besoins spécifiques qui feraient qu'on prendrait en compte des différenciations dans l'exercice, d'engagement et proximité, qui ne traitaient pas des métropoles? Nous avons parlé de l'intérêt métropolitain. C'est un peu la suite de ma question, c'est-à-dire, est-ce qu'une compétence, elle doit s'exercer dans la totalité de son acceptation, ou est-ce que l'on définit l'exercice de cette compétence à partir d'un intérêt métropolitain? Et puis, question fondamentale, qui est l'objet aussi de votre rapport, c'est quelle liaison, quel lien entre la métropole et son environnement, et ce que j'appelle l'interland. C'est toute la question, métropole, levier de développement, où certains emploient des mots très durs, outils d'asphyxie des territoires voisins. C'est pas mon mot, mais je dis ce que j'entends. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas plutôt dans un besoin de coordination et d'articulation des territoires, parce que certains disent que des périmètres administratifs sont quelque peu artificiels par rapport au bassin de vie des gens, au bassin de mobilité? Est-ce qu'il n'y a pas nécessité aujourd'hui de faciliter des coopérations, des contractualisations ou des accords de réciprocité? Et puis juste pour clore mon intervention, alors nous ne sommes pas du tout volontaires, ni désireux, et nous ne le ferons pas, de proposer un nouveau Big Bang territorial. Parce que nous pensons que le Big Bang territorial qui a été fait dans toutes ces lois successives, nous émettons un certain nombre de critiques sur ce Big Bang territorial, mais nous ne pensons pas avoir atteint le Graal du Big Bang, c'est-à-dire que nous ne prétendons pas avoir la vérité sur un nouveau Big Bang. Nous, la position du Sénat, c'est de dire, voilà, il y a une organisation qui existe, il y a des lois, on n'y touche pas, parce que ça aussi était très compliqué pour les élus d'avancer, et on ne peut pas passer son temps à monter, démonter une maison, parce qu'il y a le service aux habitants. Par contre,
Ne faut-il pas, un peu comme cela a été fait d'engagement et proximité, donner de l'oxygène, de la respiration, permettre plutôt qu'imposer, et donc faciliter ce que nous appelons la différenciation, parce que ça nous semble extrêmement important, mais aussi la déconcentration. Et la crise sanitaire l'a bien montré. Voilà, donc j'ai été un peu bavarde en introduction, mais c'était important que vous ayez le point de non-réflexion. Donc nous disposons, je crois, de temps qui devrait nous conduire, je regarde Marc Ledor, 10h50, et ensuite pour mes collègues, nous aurons un point d'étape sur le rapport extrêmement important qui est mené par notre collègue Philippe Dallier et un autre co-rapporteur, Didier Rambaud, sur ce que j'appelle, moi provincial, l'espace parisien. Voilà. Chacun, vous voyez, il y a, voilà. Qui peut être considéré comme un objet non identifié, mais voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Présidente, en vous renouvelant mes remerciements très sincères. Mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, mesdames et messieurs les membres de la délégation, merci d'abord grandement pour cette invitation à partager avec vous un premier bilan, un premier point de vue de nos métropoles pour tenter de contribuer à nourrir la réflexion du législateur. Je voudrais saluer ici au préalable, et ce n'est pas de la simple courtoisie, véritablement le travail de fond, de constance et de qualité mené par la délégation aux collectivités du Sénat. Vous me permettrez d'avoir un mot pour vos prédécesseurs, M. Van Dierendock et M. Yest, rapporteurs de la loi MAPA, mais c'est vrai que historiquement, les échanges ont toujours été soutenus et de qualité. Je crois qu'on ne peut pas faire un premier bilan des métropoles en faisant l'économie du contexte global, parce que ce bilan des métropoles, il n'aurait pas de sens s'il était en quelque sorte hors sol. Et on voit bien qu'on le partage aujourd'hui dans un contexte national où globalement, quand même, il me semble qu'on peut se rejoindre les uns et les autres à observer le fait que le pacte démocratique, le pacte républicain même de ce pays est parfois abîmé, et qu'il convient sans doute d'en prendre toute la mesure si on veut trouver les bons leviers. Vous avez évoqué à l'instant comment la crise des Gilets jaunes a pesé sur les débats qui nous réunissent aujourd'hui, allant parfois jusqu'à donner l'impression qu'il y aurait des perdants et des gagnants du redécoupage entendu au sens institutionnel. Je voudrais démarrer en partageant deux éléments très factuels et donc incontestables qui doivent nous amener, je crois, à nuancer très largement ces propos. Le premier, c'est que, j'allais dire, dans ce mythe qu'on nous raconte ou qu'on se raconte parfois, où toutes les métropoles seraient riches et tous les territoires ruraux seraient pauvres, il me semble qu'on oublie un élément déterminant, c'est que jusqu'à preuve du contraire, dans notre pays, l'immense majorité des grandes poches de précarité, les quartiers politiques de la ville, sont à l'intérieur de la métropole. Et cet élément factuel, on doit le prendre en considération. Le deuxième, peut-être partager avec vous que à l'intérieur de France urbaine, dans la diversité de nos membres, 50% des communes qui sont membres de France urbaine, soit au titre grande ville, soit au titre intercommunalité, communauté d'agglo ou métropole, sont des communes qui sont classées par l'INSEE comme communes rurales. J'insiste sur ce point parce que là aussi, il me semble que ça amène une vision plus nuancée des métropoles qui ont effectivement vocation à traduire une responsabilité particulière dans notre pays. Je crois qu'on est en fait les uns et les autres, et quel que soit le niveau de territoire, confrontés à des nouveaux défis. Le premier me semble être celui de la fragmentation de notre société, et je ne crois pas que cette fragmentation, elle soit seulement territoriale. Je crois qu'elle est d'abord sociale, bien sûr, elle peut avoir une traduction spatiale, il faut la regarder, il faut en prendre la mesure, mais je crois que les enjeux d'urgence écologique et de précarité, de montée de la pauvreté, et je crois pour ma part que la question de la pauvreté sera une des questions majeures de notre pays en 2021, dans le contexte de crise sanitaire et donc de crise sociale dans lequel nous sommes, se pose à tous les territoires. Ce que je veux dire par là, c'est que sans doute que le sujet qui nous incombe, c'est davantage les réponses
que la société amène à ces sujets, le projet de société qu'on entend y construire, et que de ce point de vue, certes, les métropoles ont une responsabilité particulière, on va y revenir, mais qu'on peut convenir que ces enjeux dépassent le strict champ de nos métropoles. Il me semble que ce n'est pas inutile, si on veut avancer sur nos sujets, peut-être d'essayer de se replacer une seconde, si vous le permettez, dans le temps long de nos métropoles. Parce que nos métropoles, ce sont d'abord des communautés humaines. Je ne crois pas une seule seconde que ce soit le redécoupage institutionnel qui ait créé les métropoles. En réalité, quand on regarde Braudel, par exemple, on voit bien que l'exode rural, le rapport au travail, la nécessité de concentration ont amené les hommes et les femmes à se regrouper autour de leurs fleuves, notamment autour de leurs ports. Regardez le nombre de métropoles qui sont irriguées par un fleuve. On voit bien que la dimension géographique et historique de notre pays a beaucoup compté. Et ce n'est qu'ensuite que le redécoupage, que les avancées législatives ont permis de conforter cette étape, que ce soit d'abord par les grandes lois de décentralisation, 80, 90, considérant que les métropoles font partie plus globalement de ce qu'on a l'habitude de qualifier le bloc communal, puis la loi RCT et la loi MAPAM, mais qui en quelque sorte n'a fait que poser un nouveau jalon dans une histoire de nos intercommunalités qui est en réalité une histoire qui a aujourd'hui plus de 50 ans. Au-delà de ces fonctions métropolitaines, absolument essentielles, puisque la loi MAPAM a, je le rappelle, renforcé le rôle de ces métropoles, notamment avec cette question d'un développement économique qui devient une compétence partagée entre métropole et les régions. Je le dis d'autant plus, et je suis prête à y revenir dans les échanges, que l'État semble dans la période parfois l'oublier, et que cela me semble regrettable, y compris si on veut réussir le plan de relance qui me semble aujourd'hui en effet indispensable à notre pays. Mais au-delà de ces fonctions métropolitaines proprement dites, ce sont en réalité des figures de gouvernance et y compris des situations juridiques qui sont différentes parmi nos métropoles. Entre le Grand Lyon et les métropoles de droit commun, mais même parmi la vingtaine de métropoles que vous avez évoquées. Et je crois que c'est une illusion d'optique de considérer qu'il n'y aurait qu'une situation de métropole, ne serait-ce que si on prend la question démographique, entre des métropoles comme celle de Nantes ou celle de Rennes qui gagnent des habitants tous les ans et des métropoles qui n'ont pas cette dynamique démographique, bien forcément les réponses en termes de politique publique, par exemple sur le champ des transports en commun, n'ont pas vocation à être les mêmes, parce que la réalité sociologique, démographique, économique de nos métropoles n'est pas homogène. J'insiste là-dessus parce que je crois que si nos métropoles ont construit des gouvernances, pour commencer à répondre à ce premier point de votre question, qui sont des gouvernances parfois différentes, c'est justement pour tenter de répondre à ces enjeux avec une phrase que vous avez évoquée et qui est aussi souvent la mienne, qui est de dire la métropole, c'est d'abord des communes qui se mettent ensemble pour faire des choses qu'aucune d'entre elles, y compris la ville sainte, ne serait capable de faire seule. C'est vraiment cette capacité à mettre en commun, à considérer qu'on a un destin commun pour faire des choses ensemble, à la fois en termes de rayonnement, mais aussi, vous l'avez évoqué, en termes de gestion des services de proximité. Alors aujourd'hui, on est dans une situation dans notre pays où certains voient les métropoles comme la source de tous les maux, et puis d'autres, les métropoles comme le berceau de toutes les dynamiques positives. Il me semble qu'un peu de nuance nous permettrait sans doute de progresser dans le débat. Certains nous disent que les métropoles sont responsables du déclassement d'autres territoires dans le pays ou qu'elles n'ont pas permis des économies d'échelle avec une gestion des ressources irraisonnée. Je me permets de dire que cela est faire fi des sujets sur lesquels l'État s'est délesté en droit ou de fait d'un certain nombre de compétences. Je pense à la question de la sécurité dans nos grandes villes. Je pense à l'accueil des demandeurs d'asile qui, pourtant, dans le cadre d'un État régalien tel que vous l'appelez de vos voeux, doivent être assumés par l'État, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faut prendre en compte toutes ces dimensions si on veut pouvoir avoir une lecture la plus objectivée de la situation. Et puis on assiste ici ou là, depuis plusieurs années maintenant, parfois à une forme de remise en question un peu systématique de la dimension intercommunale. Je crois vraiment, quand on parle transport en commun, quand on parle gestion des déchets, quand on parle stratégie d'énergie, cela nous permet, dans une logique d'intercommunalité, de faire des choses, je le redis, qu'aucune commune n'est en situation de faire seule. En tout cas, c'est la conviction que nous avons. On fait davantage ensemble et peut-être on fait mieux. La question du qualitatif me semble aussi indispensable. Alors, je crois, pour ma part, que peut-être
qu'en réalité, c'est ce modèle de société qui est interrogé, notre capacité de résilience aussi. À court terme, la crise actuelle et la question de notre capacité collective à surmonter ce choc le démontre, mais aussi les enjeux structurants, les enjeux de fond, et je pense notamment à la question de la transition écologique. Et de ce point de vue, la logique que vous évoquiez tout à l'heure, en disant finalement les métropoles, elles ont été constituées à la base pour avoir un effet de taille, uniquement sur le champ économique, je crois qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus larges que ça, parce que nos métropoles, ce sont les lieux où on accueille les CHU, il y a donc des enjeux de santé absolument majeurs, ce sont des lieux de bouillonnement culturel, et je ne dis pas ça pour vous inviter les uns et les autres à découvrir notre grand musée d'art ou le voyage à Nantes, ce sont des lieux de valeur ajoutée, pas simplement au sens de la valeur économique. Et là, on a, je crois, des choses à regarder, parce que s'il est vrai qu'historiquement, on s'est habitué à voir les métropoles sur ce champ-là, la montée des questions sociales, l'accroissement des précarités et des pauvretés nous amène sans doute à penser des choses aussi du point de vue de la cohésion sociale à l'échelle de nos métropoles. Ça vaut, je crois, pour les enjeux de santé et pour les enjeux de longévité également. Évidemment, quand on aborde ces sujets, vous avez commencé à l'évoquer, la question du lien entre les communes de la métropole. Et puis ensuite, j'y reviendrai dans un deuxième temps, la question du lien entre la métropole et l'interland, pour reprendre votre exemple, ou plus globalement, le lien entre les territoires urbains, périurbains et ruraux se pose aujourd'hui avec force. Si je m'attarde un instant sur la question de la solidarité financière, je voudrais vraiment inviter les parlementaires que vous êtes à regarder dans le détail, si je puis me permettre, la manière dont en réalité se passent les mécanismes de solidarité financière, qui passent à la fois par les choix de redistribution entre la métropole et les communes, qui passent dans de nombreux endroits par des fonds de concours, que ce soit en investissement, mais certaines métropoles se posent aujourd'hui la question de fonds de concours en fonctionnement pour venir soutenir les communes. Et puis là aussi, je voudrais prendre 2-3 exemples très précis, vous me permettrez de les prendre à partir de la métropole nantaise. Sur la métropole nantaise, la plus petite commune s'appelle Saint-Léger-les-Vignes. Saint-Léger-les-Vignes, la dotation de solidarité communautaire, donc que la métropole amène à cette commune, c'est 14% du budget de Saint-Léger. Ce que la DGF de l'État amène à Saint-Léger, c'est 8%. Ça, c'est la réalité des mécanismes de solidarité financière tels qu'ils sont aujourd'hui. Le deuxième chiffre que je voudrais vous donner, toujours sur la métropole nantaise, c'est que si on regarde globalement entre la DSC, les fonds de concours que j'évoquais tout à l'heure, l'ensemble des mécanismes de redistribution entre la métropole et les communes, en réalité, c'est 25% du budget de fonctionnement de la métropole nantaise qui est consacré à la redistribution aux communes. Ça représente à peu près un budget de 50 € par habitant. Certains analystes financiers, c'est y compris un débat qu'on peut avoir avec la Cour des comptes, y voient là un mécanisme d'intégration qui serait insuffisant. Moi, j'y vois un choix stratégique, un choix politique au sens noble du terme, qui fait en effet des logiques de la métropole, des logiques au service des communes dans leur diversité et dans la diversité géographique que j'évoquais tout à l'heure. En revanche, je crois en effet, et je partage que c'est un des enjeux de la loi 4D, que les mécanismes de différenciation sont attendus. Parce que les réalités, je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas les mêmes. Et je crois pour ma part que l'avenir est plus dans des logiques de contractualisation renforcée, dans des logiques de coopération soutenue, que ce soit à l'échelle internationale ou à l'échelle territoire urbain, périurbain, ruraux. À l'échelle internationale, parce que force est de constater qu'à part Paris, aucune de nos métropoles en réalité dans une économie mondialisée est susceptible de peser à une valeur suffisante à l'échelle de l'international. Et donc, dans l'Ouest, nous faisons le pari de l'alliance Nantes, Rennes, Brest, Angers, Saint-Nazaire, parce que vu de Montréal, par exemple, eh bien, tout cela, c'est le Grand Ouest. Et puis, cet enjeu des coopérations entre les territoires urbains et ruraux, pour le dire rapidement, cette alliance des territoires que j'appelle de mes voeux et que nous nous efforçons de construire à France Urbaine, en disant sortons de cette logique d'opposition qui ne produira pas les solutions attendues entre les territoires urbains et les territoires ruraux. D'abord, j'ai la conviction qu'on soit un jeune issu d'un quartier populaire ou un jeune issu d'un territoire rural dit délaissé, on a parfois le même sentiment d'abandon du pacte républicain. Et que donc, notre sujet collectif, c'est comment on envoie des messages d'intégration au sens le plus plein du terme à cette jeunesse dans la diversité. Mais je crois que ça vaut pour de nombreuses
générations. J'ai vraiment la conviction que résilience et coopération vont de pair, et que si je brosse les choses de manière un peu rapide, on a eu 2 modèles de métropole dans le pays. Des métropoles qui, c'est vrai, ont par endroits asséché les territoires autour, c'est une réalité sociologique et économique incontestable qu'il faut reconnaître. Des métropoles qui, de ce point de vue, les travaux de Laurent Dasvy sont toujours éclairants, ont irrigué les territoires environnants. Est-ce que c'est la théorie du ruissellement versus métropole? Je ne sais pas. En tout cas, je crois pour ma part que le moment est venu d'inventer le 3e modèle de métropole. Et que le 3e modèle de métropole, c'est d'aller chercher toutes les coopérations gagnant-gagnant entre nos territoires. Je prends un exemple très concret. Sur la métropole nantaise, on a un objectif de fortement augmenter les produits bio dans nos cantines. C'est 15 000 repas jour. La métropole nantaise, elle sera jamais autosuffisante d'un point de vue alimentaire, pas plus que d'un point de vue énergétique. Si on considère que c'est un levier pour mettre autour de la table l'ensemble des agriculteurs et des éleveurs du département et travailler à la structuration de filières alimentaires renouvelées, on voit, je crois, comment là, on peut aller chercher ces logiques gagnant-gagnantes. C'est dans cet esprit qu'un certain nombre de métropoles ont par exemple signé des contrats de réciprocité avec les territoires environnants, des territoires qui ont à cœur de travailler avec nous sur les sujets alimentaires, sur les sujets de mobilité. On ne réglera pas la question de la congestion automobile dans nos grandes villes si on refuse de considérer qu'on n'a pas le même rapport à la voiture individuelle quand on habite dans l'hypercentre d'une grande métropole ou quand on habite à 40 km de son lieu de travail. Donc je crois que ces enjeux de coopération sont absolument essentiels. J'ai vu, et je le salue, que le CESE propose par exemple d'inscrire l'impératif d'une meilleure coopération entre les métropoles et leurs territoires en proximité dans la loi, et que vous proposez y compris d'organiser un développement coordonné des transports durables à différentes échelles territoriales. Je crois que là, il y a en effet vraiment une piste de travail qui est à travailler. Nous, on est tout à fait prêts à le faire en lien avec vous si vous le souhaitez. Tout ça s'inscrit quand même dans une tradition française qui reste assez jacobine, assez centralisatrice, et on voit là qu'il nous reste à l'évidence des choses à franchir. Moi, je suis pour un État fort. Un État fort sur le régalien, un État fort sur les dimensions stratégiques. Je crois que c'est absolument essentiel, et que la conjugaison d'un État fort et d'un État stratège, mais de la capacité à avoir des territoires qui sont des laboratoires d'imagination et de solutions, pourrait nous permettre d'avancer. Et la force est de constater que si l'État a parfois transféré les compétences, nous n'observons pas pour autant qu'il a transféré la confiance. Et qu'en termes d'efficacité de l'action publique, ici ou là, ça pose un certain nombre de sujets. Particulièrement dans le moment dans lequel nous sommes, j'invite vraiment les parlementaires que vous êtes à vous pencher avec précision sur l'impact de la situation Covid sur les finances des grandes villes et des grandes métropoles. 2 chiffres issus d'un travail d'évaluation extrêmement factuel que je tiens à votre disposition, qu'on a fait à France Urbaine. Au total, en termes d'effondrement de nos dépenses de fonctionnement, c'est plus d'1,5 milliard, et je compte hors Paris, puisque Paris est une problématique spécifique ville-département, 1,5 milliard, ce qui correspond pour nous à une perte de notre épargne nette d'1 tiers. J'évoque ce sujet avec précision parce que quand je le partage avec les ministres, ils me disent qu'en réalité, les remontées qu'ils ont de Bercy globalise les situations des collectivités. Et quand on globalise la situation des collectivités, on arrive à des réponses dans le projet de loi de finances qui touchent 80% de communes de moins de 2000 habitants. Où est la réponse pour les grandes villes et pour les grandes métropoles? Elle n'est pas sur la table à ce stade. Et je crois que ça fait fi des charges de centralité qui sont assumées par nos grandes métropoles. Au moment où tout le monde constate que la réponse sanitaire, par exemple, la réponse de santé, elle est en partie dans les grands pôles urbains. On a donc là des choses à regarder avec attention. D'autant plus que il me semble qu'on a tous des progrès et des efforts à faire, mais que globalement dans notre pays aujourd'hui, les collectivités sont bien gérées, qu'en tout cas la règle, y compris en termes d'endettement, n'est pas la même, puisque contrairement à l'État, nous ne pouvons nous endetter que pour l'investissement. C'est quand même là un élément de sécurisation collective qui me semble essentiel. Même s'il y a un sujet qui monte dans nos villes, interco et métropoles, je le partage avec vous, c'est que s'il y avait historiquement une certaine lisibilité entre la fiscalité locale et le territoire de proximité, la capacité pour ne pas perdre le citoyen, vous l'évoquez tout à l'heure, à dire
je paye un impôt pour quel résultat sur mon territoire. Les différentes réformes dernières sont venues affaiblir en quelque sorte cette lisibilité et je crois que le chantier d'une fiscalité locale juste qui garantit la liberté fiscale des collectivités aurait toute raison de retrouver un agenda de travail. Certains sont prêts à renoncer à leur dotation et à assumer une péréquation plus forte en échange d'une réelle autonomie fiscale. Parce que la décentralisation, c'est d'abord la libre administration des collectivités locales et que nous ne savons pas, nous, comment il y a libre administration des collectivités locales quand il n'y a pas liberté de la stratégie fiscale et donc de la stratégie budgétaire qui est la nôtre. Je terminerai par la question de nos gouvernances internes et externes, puisque vous l'avez évoqué, avec un sujet extrêmement important, comment la montée des métropoles s'est accompagné d'un renforcement des gouvernances et notamment du travail entre les maires. Dernier exemple nantais, je réunis chaque mois la conférence des maires. Chaque mois, les maires de toute sensibilité politique de chacune des communes sont réunis pour partager les éléments de la stratégie, les éléments de la mise en place. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout. Heureusement, c'est la force et la valeur de la démocratie, mais que la dimension collégiale de nos discussions est affirmée et organisée. En revanche, je pense que la question de la gouvernance ne peut pas s'arrêter au partage entre élus, que la question de la place donnée aux citoyens et de la citoyenneté métropolitaine se pose aujourd'hui. Bon nombre de nos métropoles ont de ce point de vue mené un certain nombre d'initiatives, grand débat citoyen par exemple, sur Nantes, convention citoyenne en ce moment même pour aller chercher la parole des habitants liés à la situation de la crise du Covid. Je crois là qu'on a des dynamiques qui doivent s'amplifier, même s'il me semble que nous ne serons pas totalement au bout de l'exercice si nous n'allons pas jusqu'à se poser la question démocratique. Je précise là que cette dernière position n'est pas une position de France urbaine en tant que telle, partagée par l'ensemble des collègues, mais une position partagée. Je crois que quand on mesure le budget qui incombe à nos métropoles aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de se poser la question du suffrage universel et qu'une des missions passionnantes, je crois, qui pourrait être celle du législateur, c'est de se dire comment on préparerait une évolution démocratique qui me semblerait absolument majeure, sans perdre le lien et se poser la question du rôle des maires dans cette dimension. En tout cas, on peut convenir que le fléchage est une étape intermédiaire qui me semble à la fois avoir des avantages, mais on voit bien aussi un certain nombre de limites. Quoi qu'il en soit, je crois que le travail qui est aujourd'hui à l'agenda parlementaire, notamment avec la loi 4D, dont France Urbaine attend comme vous la confirmation de la mise à l'agenda, et que le contexte de crise sanitaire qui a quand même montré, me semble-t-il, la capacité des territoires à répondre présent, masques, tests, capacité de réactivité sur le champ social, puissance logistique d'organisation concrète dans nos collectivités doivent nous inviter à essayer de faire preuve d'un peu d'audace et de passer une nouvelle étape en matière de décentralisation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, vous avez répondu à deux questions complémentaires que je voulais vous poser. Celle de la question du suffrage universel direct, qui a fait l'objet à chaque fois de beaucoup de débats et qui pose la question de ce qu'est l'intercommunalité. Est-ce que c'est une collectivité à part entière, si je puis dire, ou est-ce que c'est le bras armé des communes sur un principe de subsidiarité? Et puis l'importance que vous avez aussi donnée quand vous avez parlé de la confiance entre l'État et les collectivités, mais la confiance du citoyen dans ces institutions, c'est ça qui retissera le pacte républicain. Et vous avez parlé de l'attention que vous portiez à ce sujet. Puis juste un petit commentaire, on a aussi au Sénat beaucoup de débats et d'échanges un peu philosophiques sur l'autonomie fiscale et la liberté. Il y a une libre administration des collectivités, mais l'autonomie est souhaitée par certains, discutée par d'autres qui disent « moi je peux avoir une autonomie », mais qui ne produit rien parce que je n'ai pas de terreau de fertilité de l'impôt. Vous voyez, je ne serai pas plus longue, je vous passe la parole, puis ensuite les collègues interviendront. Donc je ne sais pas comment vous souhaitez, Monsieur Lanier, j'ai l'impression que c'est vous qui démarrez. Voilà, je vous laisse gérer votre binôme. Vous avez la bonne impression, Madame la Présidente. Parfait, je m'en réjouis. Madame Roland
je pense, effectivement consulter notre travail et l'a quasi résumé. Donc ça nous facilite un petit peu le travail. Merci en tout cas de votre invitation. J'aurais peut-être d'abord resitué le cadre et la date de notre travail, puisqu'elle est importante par rapport aux événements que nous vivons depuis les derniers mois. Nous avons présenté à l'Assemblée plénière du Conseil économique et social et environnemental notre travail en octobre 2019. C'est-à-dire que nous l'avons conduit pendant la fin de la crise des Gilets jaunes et le grand débat. Et nous l'avons conduit avant la grève des transports et avant la crise sanitaire. Voilà, c'est juste pour le replacer dans les quelques événements qui émaillent notre vie sociale et démocratique, puisque forcément, les moments que nous vivons en ce moment peuvent réinterroger, renforcer, je pense, un certain nombre des préconisations avec nos collègues, nous avions souhaité proposer. Pourquoi la section aménagement durable des territoires, qui a un tropisme peut-être un petit peu plus rural, s'était lancé dans ce travail? On avait l'impression d'un sujet un peu café du commerce, d'une confusion totale entre métropole et phénomène de métropolisation. Et on a d'abord souhaité, avant de rendre un avis, à la place qui est la nôtre, c'est-à-dire celui de la société civile organisée, faire un petit peu l'état de l'art sur cette question, puisque vous avez cité M. Davzy, Mme Roland, la recherche universitaire est assez féconde, mais avec quand même une logique assez urbanistique, peu sociologique à mon sens. Et puis, comme les infectiologues qui succèdent depuis maintenant 10 mois sur les plateaux de télévision, eh bien, nous avons des gens avec des avis extrêmement tranchés. Et c'est compliqué, en tout cas pour des non-experts, ce qui est mon cas, de se faire une idée. Et puis, nous avions toujours en tête de pouvoir à la fois faire la lumière, sortir de ces préjugés, et puis aussi analyser un certain nombre de risques associés à ce modèle, puisque Dominique et moi pressentions quand même que le modèle métropolitain, alors c'est pour ça que j'ai recité ce temps gilet jaune, pouvait être associé à un certain nombre de difficultés sociales. Alors, je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler les lois qui fondent les métropoles, mais juste quelques chiffres pour rappeler qu'une métropole aujourd'hui, c'est au moins un ensemble de 400 000 habitants, ou c'est être au centre d'une zone d'emploi de 400 000 habitants, ou être un EPCI de 250 000 habitants et comprendre dans son périmètre, à la date du 31 décembre 2015, le chef-lieu de la région ou de la zone d'emploi de plus de 500 000 habitants. Je cite ça parce que j'ai l'impression parfois de lire du Raymond DeVos quand 22 métropoles existent dans notre pays, mais dont certaines, vous l'avez rappelé, Madame Roland, ont des statuts particuliers, la métropole du Grand Lyon, celle du Grand Paris ou celle d'Aix-Marseille-Provence. Et ça devient vraiment du Raymond DeVos quand on se dit que la métropole européenne de Lille ou l'Eurométropole de Strasbourg, qui ont des dénominations spécifiques, n'ont pas de qualité spécifique. Et alors, pour vraiment rendre hommage à ce grand humoriste, quand je vous citerai que les villes d'Avignon et de Douai-Lens, qui avaient les conditions pour remplir ce statut métropolitain, ne l'ont pas revendiqué, ou alors qu'une ville, j'y réside à quelques kilomètres, qui s'appelle Chartres, s'appelle Chartres Métropole, eh bien, je défie à quiconque et à tout citoyen de pouvoir s'y retrouver dans l'organisation aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour vous faire une petite parenthèse sur ces chiffres. Deux autres peut-être intéressants. Les 22 métropoles, c'est 19 millions d'habitants, et ça n'est que 2% de la superficie de notre territoire. Donc quand on voit l'importance du phénomène métropolitain dans nos débats par rapport aux 67 millions d'habitants et à 19 millions dans les métropoles, on se dit qu'il y a aussi des choses qui peuvent être rééquilibrées. Alors on a essayé dans notre rapport de faire effectivement un état de l'art, un petit focus. Alors, Madame Roland, vous avez dit beaucoup, notamment le fait que c'est une erreur bien entendu de penser qu'aujourd'hui les métropoles seraient des territoires de richesse. Elles concentrent aussi les populations les plus pauvres, les quartiers politiques de la ville, même si ça peut exister dans des villes moyennes bien entendu, mais aussi en milieu rural, sont très présents dans les métropoles. Et nous avons aussi, alors je sais votre sensibilité aux questions d'environnement, une inégalité assez grandissante des citoyens devant les phénomènes climatiques à l'intérieur des métropoles.
Donc il faut, et c'était notre objet, un petit peu remettre les choses à leur place. Alors pour que nous ayons de la place au débat, je laisserai Dominique, mais vous en avez parlé aussi, Madame Roland, insister sur la question des contrats de réciprocité qui pourra être à notre sens un vrai chemin pour créer du lien entre les métropoles et les territoires, et juste faire un focus sur les questions de gouvernance, puisque vous nous y appeliez, Madame la Présidente, en vous disant que au moment où nous avons fait ce rapport, une loi qui s'appelle Engagement et proximité supprimait l'obligation des conseils de développement. Vous imaginez qu'à la place qui était la nôtre, celle de la société civile, c'était pas forcément quelque chose qui nous réjouissait. Madame Roland, vous parliez de la conférence des maires également. Je voudrais insister auprès de vous sur la nécessité aujourd'hui, dans des ensembles qui sont complexes, comme je l'ai rappelé là, et puis une sociologie qui est en train vraiment d'évoluer, et un rapport à la démocratie, notamment chez les moins de 40 ans aujourd'hui, qui est vraiment à étudier. Il est vraiment important que le législateur crée les conditions de l'association la plus forte des citoyens à les décisions publiques. Alors, il faut, je pense, être créatif sur ces questions-là, parce que des assemblées connues, si on se rappelle les pays, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, dans une loi qui date de la fin des années 90, les empilements, le millefeuille, sont pas forcément toujours des gages d'efficacité, mais on a un vrai sujet sur la question de l'association des citoyens à la décision publique et leur capacité de pouvoir l'influer. Alors, la digitalisation de nos vies rend des choses... mon mandat est terminé désormais au CESE, mais nous avions initié avec le président Bernasconi un comité de veille sur les pétitions citoyennes. D'ailleurs, quelques rapports sont le fruit de sujets que nous avions repérés comme étant des sujets portés de manière assez forte par les citoyens. Je pense qu'au-delà de l'acte pétitionnaire, la société civile, le champ associatif sont aujourd'hui des champs sur lesquels de l'inspiration peut être trouvée pour trouver des logiques d'association des citoyens. Dominique, je ne sais pas, tu veux peut-être continuer sur les contrats de réciprocité, parce que je suis un bavard aussi. On avait parlé aussi du rôle des... Oui. En fait... Madame, tout à l'heure, vous nous avez parlé justement du fait que vous réunissiez les maires, et dans nos préconisations, nous avions aussi pensé qu'il fallait en fait inscrire dans la loi qu'une conférence métropolitaine des maires, des communes, de la métropole puisse devenir en fait une instance obligatoire à fréquence. Nous, on avait dit au moins bisannuelle, parce qu'en fait, on s'est rendu compte au travers de notre rapport qu'il y avait parfois uniquement des techniciens qui venaient à la place des maires. Les maires ne pouvaient pas aller partout, et s'il n'y avait pas de temps à autre cette réunion, vous ne pouviez pas. Alors vous le faites, mais toutes les métropoles ne le font pas forcément. En ce qui concerne, vous nous avez aussi parlé du ruissellement, et il ne va pas forcément de soi, effectivement, et les coopérations entre les métropoles et les intercommunalités doivent, pour nous, être vraiment mieux définies pour participer au dynamisme global. Et en fait, de par toutes les problématiques environnementales et notamment climatiques, cette coopération entre la métropole et les territoires va devenir de plus en plus crucial. Et on avait en fait indiqué que les contrats de réciprocité entre la métropole et son territoire d'interaction, d'inscrire cet impératif dans la loi constituait notre deuxième préconisation et semblait être un élément contributif d'un élément harmonieux du territoire. Je vais simplement donner un exemple au niveau de la métropole de Lille qui avait récemment abandonné l'idée d'urbaniser toute une ZAC. Il y avait au total
une dizaine de communes qui devaient faire un nouveau quartier, une nouvelle ville. Ils l'ont abandonné. Et en fait, l'idée d'urbaniser, parce qu'ils s'étaient rendus compte en fait que ces communes étaient gardiennes de l'eau. Ça se situait au sud de Lille. Elles étaient gardiennes de l'eau pour la métropole de Lille, et donc forcément il devait y avoir des contrats de réciprocité pour aider ces communes qui avaient en quelque sorte, elles avaient bloqué tout développement possible et qu'il fallait bien qu'elles s'y retrouvent autrement. Je pense qu'il y a un autre phénomène qui va obliger aussi à réfléchir à ces contrats de réciprocité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'objectif de zéro artificialisation. Et là, j'attire votre attention, je pense que les maires, quand ils vont se rendre compte, l'objectif, il est louable, d'une part, le terme, il est très négatif vis-à-vis de la population. Ça donne un sentiment de décroissance, déjà, c'est un problème. Et donc, il va bien falloir que les territoires s'entendent à ce sujet-là. On n'a pas parlé de la question de la région. En fait, on s'est rendu compte aussi que les métropoles, bien entendu, vous l'avez dit, elles sont construites de longue date. Il y a eu souvent des hommes aussi. On peut parler de Lille, de Rennes, des hommes qui ont aidé à ce développement de ces dynamiques. Elles sont parfois en dualité entre elles, mais il n'y a pas que les métropoles qui ont un dynamisme. Et ça, il faut le dire, parce qu'on avait cité des exemples de territoires. Il n'y a pas besoin de s'appeler métropole pour être dynamique. Par contre, ils n'ont pas... S'ils ont des atouts, certains ont aussi quand même pas mal de faiblesses. Et on s'est rendu compte, oui, qu'elles étaient souvent, parfois en dualité. Vous avez évoqué le tourisme, par exemple. Plusieurs fois, on a eu l'occasion, dans nos travaux au niveau de la section aménagement du territoire, de se rendre compte que on devrait partir au niveau de la vente et du marketing de la France à l'étranger, de partir en bloc, et on part un peu chaque région de façon seule, après chaque métropole, chaque territoire, et vis-à-vis de l'étranger, c'est pas comme ça qu'on pourra vendre la France. Alors, on nous l'a dit d'ailleurs dans... C'est le plus propriétaire de grand chose. Oui. Voilà. Donc après, si vous voulez, pour en revenir au niveau de l'économie, on voit qu'il peut y avoir aussi beaucoup de confusion, et nous, on faisait une préconisation pour affirmer le rôle de la région en qualité de chef de file du développement économique sur le territoire, en collaboration avec les autres collectivités, dont les métropoles. Parce qu'en fait, il peut y avoir des politiques locales qui viennent se confronter les unes aux autres. Je parlais du tourisme, mais en matière d'économie, ça peut arriver aussi. Et enfin, on pensait que la région devait reprendre un rôle, on va dire, un rôle pas régalien. Mais je crois que c'est Laurent Davzy, même si c'était qui nous avait cité cet exemple entre Poitiers et Châtellerault, qui avait été sur des implantations d'entreprises qui avaient coûté plusieurs millions aux citoyens par concurrence entre les territoires. 3 points en 2 minutes, vraiment très très rapidement. J'avais employé cette image, j'y tiens un peu, quand nous avions avec Dominique présenté notre travail. Les métropoles sont pour moi à la croisée des chemins elles ont le choix entre devenir des phares pour le territoire, mais
elles peuvent aussi, et malheureusement on le décèle dans certaines, devenir des châteaux forts. Et il y a vraiment un sujet, alors au-delà du ruissellement ou des capacités à irriguer un territoire, moi je crois beaucoup au sentiment d'appartenance aussi au territoire. Et je ne peux pas, puisque nous avions aussi auditionné Jean Blaise en votre présence, Madame Roland, saluer le travail qui a été fait à Nantes depuis les années 80 sur la question de la place de la culture dans la capacité à un territoire de fabriquer sa fierté et puis en plus de fabriquer de l'émancipation pour les habitants. Étant j'ai grandi à Nantes dans ces années-là et donc j'en suis en tout cas je le revendique un petit peu. Et puis je voudrais juste me permettre devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis le délégué général des Petits Frères des Pauvres. Donc forcément les questions de l'âge et les questions de l'isolement social sont au quotidien. J'intervenais hier auprès de la commission des affaires sociales de l'AMF sur la sensibilisation des élus à ces questions à la fois de pauvreté, vous l'avez fait Mme Roland, mais aussi d'isolement social. J'attire notre attention de décideurs sur la question du vieillissement de la population sur les 20 ans à venir et de la place que la ville doit prendre aujourd'hui pour se préparer à ce tsunami, parce que c'en est un, démographiquement parlant, sur ces questions-là. Et je pense que là, la métropole a aussi, dans une sorte de compétence nouvelle, un rôle particulier à jouer. C'est très bien. Écoutez, si vous avez des questions, voilà, merci beaucoup de ces présentations, mais je pense qu'on va pouvoir poursuivre au travers des questions et des échanges, parce que je sais qu'un certain nombre de collègues ont beaucoup de contraintes. La vie d'un sénateur est aussi multiple, si je puis dire. Alors, juste un mot sur votre intervention, madame, parce que vous avez fait émerger la question qui parfois se pose de l'articulation entre la métropole et la région, et que ce rôle et cette articulation, naturellement, varient selon l'armature urbaine de la région, et que parfois il y a un sentiment de compétition, un sentiment de complémentarité, vous l'avez dit. Donc je crois que les uns et les autres, vous avez soulevé l'ensemble des questions. Et monsieur le juge, je voudrais vous faire écho à ce que vous avez dit sur les conseils de développement. Il se trouve que j'étais rapporteur de la loi engagement et proximité, donc je fais partie de ces gens qui ont pu donner l'impression de vouloir couper la tête des conseils de développement pour rester entre soi. Pas du tout. Moi, je suis très favorable, et pour avoir été élu local pendant 16 ans, quand je regarde la manière dont j'ai pratiqué, rien ne peut se faire sans une intégration de la vie de la population. Enfin, on n'a même pas besoin d'inventer des formules. Toutefois, les conseils de développement me semblent être utile en termes d'outils d'association de la population au diagnostic et à la décision. Ce qui avait été mis en cause lors du grand débat, c'est l'obligation d'une forme de conseil de développement qui était académique et qui ne correspondait pas forcément aux besoins des territoires. Et que je connais aussi des territoires, et vous le savez comme moi, où il y a bien un conseil de développement, alors on a rempli le formulaire, mais il ne s'est jamais réuni et il n'a rien de participatif. Donc c'était dans cet esprit un peu de liberté donnée aux élus pour exercer leurs responsabilités en inventant la forme. Pardonnez-moi. Alors, on a beaucoup de prises de parole et je m'en réjouis. Donc je vais peut-être démarrer par deux femmes qui ont des contraintes aussi, pardonnez-moi. Donc Sonia de la Provôté et Sylvie Robert, ensuite Didier Rambaud. Si on peut concentrer, ils vont être plus efficaces que moi dans l'exercice de concision. Je vous remercie. Donc Sonia, Sylvie et Didier, merci beaucoup. Sonia. Oui, bonjour. Merci Madame la Présidente et merci beaucoup de ces interventions très intéressantes. Moi, je voudrais juste interroger sur en fait ce qui a été ouvert dans la discussion entre cette coopération Nantes, Rennes, Brest, Angers, Saint-Nazaire. On parle des métropoles, mais en réalité, une grande innovation était quand même la création de ces pôles métropolitains qui sont des syndicats mixtes, ouverts ou fermés, et qui sont des lieux de coopération où les frontières sont des frontières de projet,
à la demande et non des frontières au sens des compétences et des collectivités telles qu'on l'entend dans notre organisation en France administrative. Et moi, je voulais vous interroger sur ce rôle finalement des pôles métropolitains dans l'ouest de la Normandie. Il y a un réseau des villes moyennes autour de la ville-centre qui est Caen et qui couvre 1,3 million de personnes. Il y a une quarantaine de villes moyennes avec Caen qui coopèrent et qui travaillent sur tous les sujets. Et je voulais vous interroger sur l'importance finalement de ces pôles métropolitains qui certes n'ont pas forcément de compétences, qui peuvent en acquérir, mais en tout cas qui permettent de traiter de tous les sujets, y compris celui du bio par exemple et l'alimentation dans les cantines, et qui pourraient être des lieux de contractualisation extrêmement souples et qui pourraient coller avec cette notion de différenciation territoriale telle qu'elle pourrait être portée dans la loi 4D. Et est-ce que finalement, métropole ou pas, est-ce que c'est pas le pôle métropolitain qui est la solution la plus ad hoc pour donner la souplesse idéale? Merci beaucoup Sonia. Sylvie? Oui, merci beaucoup Madame la Présidente et merci beaucoup de vos interventions. Madame la Présidente, chère Johanna, je suis très sensible à cette idée, d'abord à votre vision très nuancée et objectivée des métropoles, que je partage, et à cette idée qu'on est dans une troisième étape qui, je trouve, repose effectivement sur 3 piliers. Une gouvernance beaucoup plus intégratrice des petites communes. Ça passe par les conseils des maires, mais il y a bien d'autres formes de gouvernance qui peuvent justement permettre à ce que des communes et des maires de petites communes auparavant ne se sentaient pas appartenir à la métropole. Et aujourd'hui, on voit bien que la question de la gouvernance est un levier extrêmement important pour cette vision intégratrice, en tout cas, de l'espace métropolitain. La deuxième chose, c'est la dimension démocratique. On a beaucoup parlé de culture. Je crois beaucoup à la valeur symbolique de la culture dans le sentiment d'appartenance, mais ça passe aussi par la question démocratique. Et là, il y a des formes aussi de consultation, d'organisation qu'il faut absolument accélérer dans certaines métropoles, au regard de leur diversité. Moi, je suis tout à fait vraiment, alors là, d'accord avec vous sur la diversité des métropoles et parfois les quelques difficultés qu'on rencontre certaines parce qu'elles sont dans des territoires différents. Et enfin, troisième pilier, vous l'avez évoqué, c'est la question de la coopération avec ce qu'on appelle l'interland ou les collectivités, contrat de réciprocité. On a beaucoup parlé de la région. J'aimerais aussi parler du département, parce que quand une métropole a ce qui est pour le cas pour la métropole rennaise, comprend plus de la moitié des habitants du département, il y a un vrai sujet dans leur relation de coopération entre départements, voire même au-delà de ça, dans les compétences qui s'exercent entre la métropole et un département. Délégation de compétences, on peut imaginer beaucoup de choses et je trouve que là, il y aurait aussi matière à approfondir ces relations pour que la question, et je termine là, bien sûr, des politiques publiques et de l'efficacité de l'action publique envers les habitants soit mieux perçue, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, et en tout cas plus efficace. En tout cas, merci beaucoup de vos propos. Merci beaucoup, Sylvie. La parole est à notre collègue Didier Rambaud. Merci. Collègue de l'Isère, nous faisons un tour de France. Merci Madame la Présidente. Ça sera rapide parce que c'était à peu près dans le même esprit que Sylvie de Robert. Effectivement, dans mon département de l'Isère, je m'intéresse beaucoup à la relation métropole, territoire, périphérique. C'est clair que lorsque ces métropoles ont été créées, on a senti des dynamiques nouvelles. Est-ce que les territoires périphériques ont profité de cette dynamique ou au contraire, est-ce que les fractures se sont accentuées? J'ai l'impression en lisant il y a quelque temps une étude de France Stratégie qu'il y avait autant de situations différentes qu'il existait de métropoles, donc ça m'intéresse d'avoir votre retour à ce sujet et aussi de savoir à partir de là, est-ce que vos collègues sur la question des périmètres actuels des métropoles ont un regard, souhaitent que ces périmètres évoluent ou pas? Deuxième question, la relation département-métropole. Là aussi, quand les métropoles ont été créées, on avait bien compris à l'époque, c'était aussi pour absorber les compétences du département. J'ai l'impression depuis 2 ans, 2 ou 3 ans, que ce sujet est mort, qu'on n'en entend plus parler. On va savoir un petit peu aussi votre regard à ce sujet. J'aurais une troisième question, mais j'ai la faiblesse de penser que mon collègue Philippe Dallier va y revenir dessus. C'est sur la métropole du Grand Paris aussi, d'avoir, voilà, qui n'a pas des compétences aussi complètes et aussi claires que les autres métropoles françaises. Merci.
Merci Didier. Donc sur la suggestion de notre collègue Charles Guéné, on propose de rassembler toutes les questions parce qu'elles s'articulent, si je puis dire, les unes et les autres. Donc Charles, c'est à toi. Ensuite, Philippe Dallier, notre collègue Guy Pénaroche. Donc si on peut effectivement garder la concision pour que nos collègues qui doivent partir puissent entendre les réponses. Merci beaucoup. Et j'ai oublié Laurent, pardon. Merci Madame la Présidente. Effectivement, nos questions et nos préoccupations se recoupent. Et tout d'abord, pour ceux d'entre nous qui ont assisté au texte sur les métropoles, je crois qu'on a eu le Devos en direct. De toute façon, le jeu consistait à savoir, à reconnaître la ville dans l'amendement qui était proposé par le collègue, etc. Et effectivement, on voit très bien que la différenciation est déjà là. À titre personnel, j'ai déjà fait un rapport sur la métropole de Lyon qui était déjà dans la différenciation, on peut le reconnaître. Et moi, j'étais particulièrement intéressé par les pôles métropolitains ou la troisième génération des métropoles, parce qu'on voit bien que vouloir faire des métropoles partout, ça n'est pas concevable, et que c'est plutôt les pôles métropolitains qui sont... Et là, on est plutôt dans le conventionnement stratégique, et je veux dire, c'est autre chose que l'intégration totale qui, à mon avis, n'est pas de mise pour certains territoires, parce que je sais que c'est plus facile à gérer fiscalement, mais enfin, là, je partage avec vous. Simplement, sur la gouvernance, on va dire que... Et d'ailleurs, c'est comme pour les pôles métropolitains. Je crois qu'on peut regarder sur la ruralité, parce que nous, on a les PETR dans la ruralité. On voit très bien que c'est une articulation de conventionnement stratégique qui est parfaite. Et les conseils de développement nous sont effectivement très utiles. Je mettrai simplement un bémol. Il faut arriver à les placer, à les mettre à leur juste place. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement dans la gouvernance. Ils sont à côté, ils sont là pour suggérer, ils sont là pour faire des missions. Et à partir du moment où on a mis ça en place, ça marche bien. Dernier point, au niveau de la fiscale, enfin bon, je ne veux pas rentrer dans la fiscalité elle-même, mais simplement rester sur la crise Covid-19. Vous avez probablement les chiffres comme nous. Lorsque le gouvernement nous dit plus 1,3 de recettes et je veux dire et plus 0,4 de dépenses réelles, on sait que globalement sur le pays, normalement on arrive à 8,3 d'épargne brute. Certes, l'investissement a chuté de 3,4, on a les chiffres. Alors le ministre nous dit que c'est hétérogène, mais simplement, lorsque vous totalisez 22 millions, c'est quand même le tiers en population de l'Hexagone, et au niveau de la richesse, c'est encore beaucoup plus. Je pense que même s'il y a une hétérogénéité, globalement, les métropoles ne peuvent difficilement avoir perdu. Et je pense qu'il y a un problème d'intégration, plutôt, d'intégration fiscale sur des territoires donnés. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Donc, notre collègue Philippe Dallier, puis notre collègue Guy Pénaroche. Merci Madame la Présidente. Écoutez, c'est la matinée métropole, puisque après vous avoir entendu, nous parlerons de la métropole du Grand Paris en essayant de voir quel pourrait être son avenir. Alors, Didier Rambaud, nous travaillons ensemble sur le sujet, et ce qui nous intéresse, c'est effectivement de tirer les leçons de ce qui se passe dans les 19 autres métropoles. Je mets Paris, Lyon et Marseille de côté, parce que même si effectivement, pour une question d'échelle, les situations ne sont pas tout à fait comparables, en tous les cas, il y a certainement des enseignements à en tirer. Et je note d'ailleurs, et je ne vais pas dire que je m'en réjouis, mais que les critiques portées à l'encontre des métropoles sont les mêmes partout, quelle que soit la taille de ces métropoles. C'est la métropole Châteaufort, vous utilisiez l'expression Michel Allier, mais c'est aussi la métropole Coffrefort. C'est-à-dire qu'on critique ces métropoles en disant qu'elles ne se préoccupent pas des territoires à proximité, et puis on les accuse de concentrer la richesse fiscale, en oubliant effectivement de dire que ce sont dans ces métropoles que l'on trouve effectivement les zones les plus en difficulté. Et la métropole du Grand Paris, qui est la plus riche de France, la plus riche d'Europe, est aussi celle où la ségrégation territoriale est la plus forte. Et pire que cela, elle s'est aggravée dans les dernières années, au lieu effectivement de se réduire depuis la mise en place de la métropole du Grand Paris. Alors ceci étant dit,
moi j'en tire au moins une conclusion. Il ne peut pas y avoir de métropole, et je le dis en regardant la métropole du Grand Paris, s'il n'y a pas de mutualisation, et je ne parle même pas encore de partage, de mutualisation de la richesse fiscale, et il ne peut pas, je le rajoute, y avoir de métropole s'il n'y a pas de mécanisme de solidarité financière entre la métropole et les communes qui la composent. Sinon, enfin, on peut toujours utiliser le terme de métropole, mais ça n'en est pas une, à mon sens, si effectivement nous n'avons pas au moins cela. Après, se pose la question effectivement du rapport de cette métropole aux communes, du rapport de la métropole au département, et chez nous c'est très compliqué puisque les départements sont intra-métropolitains, mais ça pose aussi la question du rapport de la métropole à la région. Voilà, j'ai pas de questions particulières à vous poser, mais vous avez parfaitement pointé les difficultés. Alors je ne sais pas dans les 19 autres métropoles quelles évolutions effectivement pourraient permettre d'améliorer les choses, et d'ailleurs je pense que conserver un modèle unique pour des situations qui sont quand même très différentes pose aussi une difficulté. Et pour conclure là-dessus, malheureusement, de texte 4D, il n'y aura pas dans l'agenda parlementaire, ce qui nous renvoie à 2023, j'allais dire au mieux 2022. Effectivement, je doute que la première priorité d'un gouvernement nouvellement installé soit de traiter ce problème. Tu inventes le C de calendes grec. Alors, notre collègue Guy Benaroche. Oui, merci. Merci. Donc, je vais essayer d'être bref, puisque beaucoup de choses ont été dites. Je rajouterai 2 petits éléments de questionnement. Le premier, très clairement aujourd'hui, quand on étudie les flux migratoires des métropoles, on s'aperçoit que la plupart des métropoles sont quand même en flux migratoire négatif, c'est-à-dire ont perdu en fait une partie de leur population, soit pour la périphérie proche, on va dire, soit dans des flux nationaux. Il faut étudier plus en détail. En fonction des métropoles, c'est différent, mais néanmoins. Ce mouvement s'accompagne aussi d'un certain mouvement qu'on a vu, que certains urbanistes, sociologues, etc., nous ont décrit ces derniers temps, qui est un processus de démétropolisation. Donc en fait, on a un peu cette évolution qui semble être celle qui est liée aussi d'ailleurs au changement climatique, en fait, aussi, hein, et aux impacts environnementaux. On a ce phénomène, en fait, qui va un peu à l'encontre de la métropolisation à outrance, qui était celle qui était faite avec toutes les diversités dont on a parlé dans la conception des métropoles, voire dans l'appellation de métropole, voire dans l'appellation de pôle métropolitain. Donc ça, c'était le premier élément sur lequel j'aimerais avoir votre avis. La deuxième chose, je suis tout à fait d'accord avec les piliers dont on a parlé. Tout ça repose aussi en dehors de la gouvernance et de la démocratie citoyenne, on va dire, et de la coopération interne. Tout ça repose aussi sur le fait que, dans certains nombres de cas, les métropoles sont non seulement les coffres-forts, mais sont les guichets uniques de distribution. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons plus affaire à des métropoles de projets qui mettent en place des projets, par exemple, sur les mobilités, lorsqu'elles perdent des habitants sur les périphéries, qu'elles développent des transports en commun à l'intérieur des métropoles, mais qui sont incapables d'irriguer à l'extérieur. Mais nous avons affaire à des métropoles qui distribuent des subsides et qui sont vécues comme ça par les maires, en fait, j'en fais partie, hein, qui sont inclus dans ces métropoles. Voilà. Donc ça, c'est encore une deuxième question. Et je terminerai juste sur un troisième élément des départements. Ça me paraît essentiel. Moi, je suis dans une métropole où 90% du territoire et des habitants de la métropole constituent le département des Bouches-du-Rhône, d'une manière claire. Et donc, dans lequel il était la logique et la cohérence des projets initiaux envisageaient la disparition ou la fusion des deux. Voilà. Je suppose que je ne suis pas le seul dans ce cas, mais là, on a un réel problème. Chers collègues, donc je vous laisse organiser votre réponse. Qui veut démarrer? Madame la Présidente? Oui, je veux bien. Peut-être si j'essaie de reprendre les questions dans l'ordre. D'abord sur votre question, Madame, sur les pôles métropolitains. Sujet que nous regardons avec grande attention à France Urbaine, parce que France Urbaine abrite aujourd'hui 29 pôles métropolitains dans ces échanges extrêmement nourrissants. Et je partage totalement l'analyse qui est la vôtre sur la question du périmètre de projet. Je pense que c'est absolument essentiel de se dire à chaque projet quel est le bon périmètre pour ne pas être dans une logique qui serait une logique mathématique ou une logique strictement institutionnelle. Je partage avec vous de fait une question qui peut se poser dans nos pôles métropolitains aujourd'hui si on veut continuer à nourrir cette alliance des territoires que j'appelle
que j'appelle de mes voeux, c'est est-ce que nos pôles métropolitains ont vocation à continuer, si je prends l'exemple de l'Ouest, Nantes, Rennes, Brest, Angers, est à cette échelle-là, ou est-ce qu'on doit réfléchir à intégrer des villes moyennes dans nos pôles métropolitains? Ça fait partie des sujets, je crois, qu'on pourrait mettre à la réflexion collective pour passer une étape supplémentaire dans ces logiques de coopération gagnant-gagnant. Sur la question culturelle, vous l'avez évoqué à l'échelle des métropoles, on peut aussi l'évoquer à l'échelle des pôles métropolitains. Si on prend la question Nantes-Rennes, par exemple, que ce soit dans la coopération de nos opéras ou que ce soit sur le parcours touristique, pour reprendre ce sujet, Nantes, Rennes, Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, ça fait partie là aussi de la réflexion de quel bon périmètre de projet. Un mot sur la question région, développement économique, métropole. La loi NOTRe a acté le fait que le développement économique était une compétence partagée entre les métropoles et les régions. Et je crois que c'est impératif de garder cette avancée législative de la loi NOTRe. Et je crois, qui plus est, que le redécoupage des régions qui a amené, dans un certain nombre d'endroits, des grandes régions, rend d'autant plus nécessaire de maintenir ce leadership partagé si on veut avoir à la fois des stratégies qui soient des stratégies offensives sur le champ économique, mais des stratégies qui soient bien ancrées dans la réalité économique de nos territoires. Et ensuite, le sujet, c'est celui de la capacité d'intelligence collective à faire ensemble. Je vais vous donner un exemple très concret. Le président de la région des Pays de la Loire s'appelait alors Bruno Retailleau. Ce n'est un secret pour personne que nos orientations politiques sont loin d'être les mêmes. Ça ne nous a pas empêché de définir ensemble les filières stratégiques, les filières d'excellence de développement économique métropole-région. Et je crois que garder ce leadership partagé est absolument essentiel si on veut garder une forme d'agilité. Sinon, on retrouvera peu ou prou des logiques de bureaucratisation qui ne viennent pas servir l'efficacité du développement économique. Et dans la période, quand on voit à quel point le sujet de l'emploi, qu'on ne peut quand même pas traiter sans le sujet du développement économique, est majeur, c'est essentiel. C'est la raison pour laquelle je faisais une allusion dans mon introduction au fait que même l'État peut avoir tendance à oublier cet élément. Je prends un exemple très concret. Quand l'État a mis en place le plan de relance pour le pays, et que sur le champ du développement économique, il met autour de la table dans un premier temps uniquement les régions, il ne respecte pas la loi NOTRe, ni dans l'esprit, ni à la lettre. Il me semble que c'est qui plus est une difficulté, puisque de fait, les seules collectivités qui sont sorties des échéances électorales, et donc qui sont dans les starting blocks, vous me permettrez cette expression, au moment où on élabore nos programmes pluriannuels, et donc qui sont prêts à investir pour le pays, qui sont prêts à investir pour contribuer à la relance, de facto, ce ne sont pas les départements et pas les régions qui sont en année d'échéance électorale. Je ne rentre pas sur le débat, est-ce qu'elle doit avoir lieu en juin ou pas, mais les métropoles. Donc, moi, j'insiste, le redécoupage en grandes régions valide d'autant plus la question du leadership partagé sur le champ du développement économique. Sinon, je pense que c'est la bureaucratisation qui gagnera et pas l'efficacité de l'action. Un mot sur la question des périmètres. Est-ce qu'il y a des volontés, des velléités d'agrandissement du périmètre des métropoles actuelles? C'est un débat assez peu présent en réalité dans nos échanges aujourd'hui. Alors il peut y avoir des diversités là aussi selon les territoires. Moi je crois que l'heure est plus aux coopérations entre nos territoires telles que je les évoquais tout à l'heure. En revanche, je crois qu'il ne faudrait quand même pas oublier la part d'habitants qui sont aujourd'hui dans nos villes et nos métropoles. Juste un chiffre, France urbaine, c'est au total, quand on regarde l'ensemble des collectivités locales membres, 37 millions de Français. Donc à un moment donné, il va bien falloir parler aussi à ces 37 millions de Français. Il me semble que de ce point de vue, les chiffres ne sont pas neutres. Un mot sur la question métropole-département. D'abord, moi, je crois évidemment que la République est une et indivisible et qu'on doit les uns et les autres porter ça. En revanche, je crois qu'il y a des situations différentes entre les départements où il y a des métropoles et des départements où il n'y a pas de métropole. La réalité de l'action publique ne s'exerce pas de la même manière. Je crois que c'est faire injure à personne, y compris de dire que d'un point de vue démocratique, le rôle d'un conseiller départemental n'est pas le même, n'a pas la même visibilité quand il est dans 80% des cas adjoint au maire et élu aussi d'une métropole, ou quand c'est un territoire où il n'y a pas cette double dimension. Je crois que ça reste un sujet à creuser. À titre personnel, quand le gouvernement avait proposé la fusion métropole-département pour les 5 plus grandes métropoles en taille du pays, je n'avais pas retenu cette option, considérant que
Le vieil adage qui dirait « plus vous avez de bataillons, plus vous avez de pouvoir » ne s'appliquait pas forcément aux enjeux contemporains. Je crois que nos métropoles, elles ont besoin de garder de l'agilité. Je crois que si on veut que les métropoles, elles puissent être, comme vous le disiez, ces phares, ces villes qui ne sont pas des îles et qui travaillent en résonance avec les uns et les autres, je ne suis pas sûre que c'est l'absorption de tous les professionnels, par exemple, de l'action sociale du département qui permet cela. Dans ma situation territoriale, nous avions déjà intégrer les compétences tourisme, par exemple, et donc là aussi, les réalités sont diverses. En revanche, je pense qu'il peut y avoir ici ou là un certain nombre d'éléments de clarification. Un certain nombre de présidents de métropole témoignent du fait que, y compris quand ils veulent pousser plus loin l'intégration avec les communes, les enjeux de pouvoir entre métropole et département s'opposent aux logiques d'intégration plus forte métropole-commune. Et là, à un moment donné, il faudra bien assumer cette réalité et regarder comment on peut la dépasser. Deuxième piste de travail, sur le champ de l'action sociale, j'y reviens. Je crois qu'on aurait tout à gagner à se dire, dans le monde de demain, on ne peut plus avoir des grandes villes qui ont des grands CCAS et des départements qui ont des grands centres CMS. À un moment donné, la question du guichet unique, quel que soit le pilotage, d'ailleurs, doit pouvoir se poser si on regarde les choses vues du point de vue de l'usager. Un mot sur la solidarité financière que vous avez évoquée tout à l'heure, peut-être partager le fait que là aussi, il y a des choix qui sont possibles. J'évoquais la DSC nantaise tout à l'heure. Nous, dans l'élaboration, la manière dont on a conçu la dotation de solidarité communautaire, on donne dans nos critères, en quelque sorte, une forme de prime aux petites communes. On fait le choix d'utiliser ce levier pour renforcer la péréquation. Ça veut dire que les instruments existent. La question est la manière dont on peut s'en saisir aujourd'hui. Enfin, je voudrais dire une chose sur démétropolisation et cette musique d'actualité qui nous dit finalement les métropoles vont perdre des habitants après la crise sanitaire, aspiration, jardin, maison, etc. D'abord, je crois qu'il y a une réalité sociale. C'est pas chaque Français qui peut être dans ce type de choses. Et la deuxième chose, c'est que pour l'instant, dans nos métropoles, je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais je dis que à date, on ne le constate pas. Je le lis dans la presse, je le lis dans les articles. Chez moi, je continue à devoir ouvrir nombre de classes chaque année parce que la ville de Nantes gagne 4000 habitants par an. Ça ne veut pas dire que ce phénomène ne va pas arriver, mais je me méfie un peu. En tout cas, j'ai cette prudence sur ces effets qui nous sont annoncés et qu'à ce stade, on ne perçoit pas totalement. J'ajouterais, et je dirais un mot pour finir là-dessus, que nos métropoles, elles sont sur 2% du territoire français. Je crois que c'est une chance pour la transition écologique dans notre pays. Parce que quand on a dit les métropoles, dans les mots dont on les accable, sont les responsables de la densification, moi je ne sais pas comment on est pour la transition écologique et pour l'étalement urbain. Intellectuellement, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que la densification ne pose pas de questions, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas construire autrement, ça ne doit pas dire qu'on ne peut pas se poser les questions de respiration. Mais en tout cas, on a là des choses à regarder et je terminerai par un questionnement que je soumets bien volonté à la sagacité et la capacité d'invention du législateur. Je crois sur ces sujets de transition écologique qu'on a à réfléchir à la manière dont, sans évidemment tomber dans une logique de décroissance, on pourrait imaginer que demain, les seules ou les principales ressources fiscales des villes ne soient pas uniquement les zones d'activité économique. Parce que si on veut donner de la valeur aux enjeux de transition écologique, il faudra bien à un moment se demander comment les terres qu'on réserve à la dimension naturelle, pour le dire de manière rapide, pourraient avoir une valeur économique, fiscale, je ne sais pas, il y a là des mécanismes à inventer, sans que ça pénalise des communes qui, du coup, se retrouveraient en difficulté. En tout cas, je crois qu'il y a là une forme de changement de paradigme sur lequel ce serait tout à fait intéressant de pouvoir travailler ensemble. Et je terminerai par dire que pour moi, l'argument qui plaide le plus pour cette alliance des territoires, ce sont les enjeux de transition écologique. 70% des habitants habitent dans les villes aujourd'hui, pas en France, mais à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde. Ce phénomène macro, il va se poursuivre en réalité. En tout cas, c'est une de mes convictions. Et donc, si les métropoles ne s'occupent que de leur internalité écologique
et ne se pose pas la question des externalités, ne se pose pas la question de dire qu'à un moment, on est responsable pas simplement de nos propres émissions de gaz à effet de serre, mais de ce qui se passe dans l'interland, même si je vous avoue que je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ce mot interland, parce que quand on dit interland, on pense les territoires périurbains et ruraux à partir du point de vue de la métropole. Et donc là aussi, je crois que dans le vocabulaire, on pourrait essayer d'inventer des nouvelles choses. Je crois donc que la transition écologique, elle nous impose en réalité de passer à une alliance des territoires la plus effective possible. Merci de votre réponse très complète. Madame, monsieur, je vous regarde. Oui, rapidement, Madame la Présidente, je regardais quelques couvertures en écoutant Madame Roland sur, vous voyez, c'est très récent, le classement des villes qui ne veulent plus de vous. L'Obs, au mois de novembre, quitter les métropoles. Ce qui est très intéressant dans ces articles, c'est qu'on ne fait que des portraits de familles qui quittent une métropole pour une autre métropole. Mais en pensant que quitter Paris, c'est quitter les métropoles. Ça me fait un peu rigoler. Mais je vous dis ça parce que je pense qu'il est important aussi peut-être qu'on change de lunettes sur les villes en dessous les métropoles. Quand vous regardez aujourd'hui la définition d'une ville moyenne, c'est 20 à 100 000 habitants. Alors, entre une ville de 20 000 et une ville 5 fois plus importante, je ne pense pas qu'on a la même réalité comme citoyen et on n'a certainement pas la même réalité comme élu local, surtout si on se situe dans un bassin à plus ou moins 100 km d'une grande métropole. Et ça, cette petite dentelle à faire entre la question des petites villes, des villes moyennes, des grandes villes et des métropoles, à mon avis, elle est à préciser. Dans les auditions que nous avions faites et que j'avais trouvé vraiment passionnantes, je vous le conseille vraiment, Pierre Vels, qui a été un directeur de Polytechnique. Alors, c'est un livre extrêmement simple, a écrit Une France des territoires, défis et promesses. Et Pierre Vels on est avant la crise sanitaire, avait une véritable action et un travail de comparaison, notamment avec nos voisins allemands, sur la question des petites industries. Et ça rejoint un petit peu ce que le gouvernement a prôné avec les 150, 143, je ne sais plus, territoires d'industrie, j'ai plus le chiffre en tête exactement, mais je crois qu'il y a vraiment un vrai sujet aujourd'hui sur le maillage territorial, du fait notamment de cette crise sanitaire qui va, alors moi j'en ai la conviction, durablement changer les choses sur la question du télétravail, même si les chiffres que nous avons aujourd'hui montrent que les entreprises françaises sont pas encore très très allantes sur cette question-là, mais il y a un engouement citoyen qui va être très très important et que les retentissements, notamment sur l'organisation spatiale et sur... alors, c'est des formidables opportunités, je trouve, en termes de logement, puisque la transformation de milliers de mètres carrés de bureaux en logements potentiels, même si c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire dans la réalité, mais il y a un sujet là-dessus, tout comme sur la modification des pratiques commerciales. Et là, les villes résilientes que vous appelez de vos voeux, Madame Roland, je pense, peuvent trouver des vraies opportunités à leur porte aujourd'hui par de la requalification. Juste ce chiffre, il est sorti ce week-end, hein, Uber Eats embauche 4500 livreurs et ça pose aussi la question, quand on connaît, c'est une étude qu'a fait le CESE aussi il y a quelques années, quand on connaît le niveau de précarité et le faible niveau de protection de ces personnes et les dangers qu'ils prennent tous les jours, ça pose vraiment une question aujourd'hui à la fois d'organisation de la ville et de coexistence des populations. Donc il y a plein de sujets là-dessus. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que vous avez effectivement raison. C'est par les questions de changement climatique. On ne parle pas beaucoup, on parle pas assez des dérèglements climatiques et de toutes les suites, soit les périodes de canicule, soit les gros orages. Et effectivement, la ville, elle doit être résiliente. Et je sais que les métropoles travaillent beaucoup sur ces questions. La question de la densité, de où s'arrête l'urbanisation, et la densité, on l'a mis dans notre rapport, elle doit être raisonnée, adaptée, parce que ça fait 20 ans, je suis architecte urbaniste, hein, donc des questions, on pousse à densifier, mais il y a aussi des limites à cette densification, et elle se fait aussi sous certaines conditions. Il faut que la nature, l'être humain, il a besoin de sentir la nature.
Oui, c'est ce qu'on a écrit. C'est ce que nous avons écrit. Et en fait, oui, on a besoin d'être en contact avec la nature, avec la biodiversité. Et ça, je pense que toutes les métropoles en général, on l'a noté, elles l'ont pris en compte. Mais par contre, ce que l'on voit aussi, c'est que les gens n'ont plus forcément les moyens d'habiter dans la métropole centre et on urbanise à 10-15 km, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher sur le court terme, mais pas sur le long terme. Et il faut vraiment... là, je pense que la loi climat qui est passée ou qui doit être en train de passer, elle va... stopper tout ce qui concerne les zones, les grandes zones d'activité en périphérie et en particulier les grands centres commerciaux. On pourra construire, on est sur un avis en ce moment à la section aménagement du territoire au CESE sur les commerces. On peut pas, on a tous aussi, et la crise le montre aussi, de requalifier nos centres anciens, de faire un état des lieux de ce qui se passe, où est-ce qu'on peut réhabiliter, mais il y a des quartiers aussi qu'on pourra pas réhabiliter, qu'il faudra reconstruire. Mais ce genre de travail nécessite, on en revient aux besoins de concertation. Ça doit se faire sur le temps long, c'est pas sur le temps d'un mandat qu'on peut réfléchir. Et en fait, on a quelque part besoin d'élus visionnaires qui réfléchissent sur le long terme et embarquer la population, c'est pas forcément évident. Il y a un vrai travail de savoir comment on va chercher les habitants pour travailler sur le long terme, en fait. Y aller effectivement par étapes. Là, on a déjà dit pas mal. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur. J'ai trouvé notre débat extrêmement riche, intéressant, qui en fait me réconcilie avec une chose, sans doute, c'est la conviction qu'il n'y a pas une vérité, qu'il y ait une complexité des choses et que l'on travaille tous sur cette notion de durabilité. Et le développement durable en soi définit bien ces trois composantes qui nourrissent notre réflexion et qui sont notre objectif. C'est cet aspect sociétal, avec la place de l'homme et l'action de l'homme au sein de son environnement, le volet environnemental, mais aussi le volet économique. Et donc c'est un sujet très complexe avec, mais moi je suis heureuse de vous entendre, le constat qu'en France nous avançons beaucoup par excès et par correction d'excès. Nous avons eu, depuis les années 70, dans beaucoup de territoires de France, une tendance et une aspiration et une action qui a consisté à faire de l'extension urbaine, c'est-à-dire un étalement urbain qui correspondait à un mode de vie d'une époque. Moi, je ne porte aucun jugement de valeur. Et aujourd'hui, on a un autre regard qui dit qu'il faut construire les choses autrement, il faut revenir sur un mot qui fait peur, la densification. Mais les villes du Moyen-Âge qui n'étaient pas invivables étaient des villes assez denses, mais construites avec un sentiment d'acceptabilité.